Encore un applaudissement pour Farid Abdelkarim. Je vous remercie pour votre présence tout d'abord et puis je remercie toute l'équipe organisatrice de cet événement. Donc il s'agit bien de l'association Les Amis de l'Algérie. Sans plus tarder, donc en attendant le retour de l'artiste Farid Abdelkarim, j'invite Toufiq Hadna, le président de l'association Amis d'Algérie, à me rejoindre pour nous parler un petit peu de cette expérience, la première peut-être dans son genre, dans le One Man Show par rapport à cette association. Donc Toufiq Hadna, merci encore une fois pour la réussite de cet événement, parce que pour moi je considère que c'est une réussite. Et j'aimerais bien que vous nous dites un petit peu dans quel contexte vous avez fait émerger cette idée de faire venir Farid Abdelkarim, et puis quelles sont vos perspectives un petit peu dans l'avenir, toujours dans ce domaine-là, de faire connaître des artistes. Il faut rappeler juste une chose, c'est la deuxième fois qu'on fait un one-man show. Hein. On a invité l'année passée Fers Boussaada de Sétif, dans la même salle. C'est la deuxième fois. Et puis l'invitation de Farid, nous l'avons rencontré à Nantes, c'était le mois de novembre, lors d'une manifestation qui a été organisée par le consulat de Nantes, auquel on a été invité avec un certain nombre de l'association des Amis de l'Algérie. Il y en a quelques-uns qui étaient là. Et puis on a découvert le talent de Farid Abdelkarim et on a voulu l'inviter à cette soirée pour le faire découvrir ici à Rennes. Bon. Un petit mot sur le spectacle, sur le One Man Show, brièvement. Ah ben, il est magnifique, hein. Vous savez, je ne sais pas, il faut demander à la salle, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent. On donnera la parole tout à l'heure à la salle de toute façon, il y aura un échange, on espère qu'il y aura un échange avec l'artiste, d'autant plus qu'il a suivi. C'est la première fois d'ailleurs, j'ai l'habitude de rester derrière les coulisses, c'est la première fois que j'assiste et je vois un spectacle de près. Et c'était plaisant quoi, avec Karim, parce que il faut le dire, hein, il est profond. Il faut voir quelle est la philosophie qui est derrière ce spectacle. Et ça, on sent qu'il y a du travail. Eh ben, il va nous le dire tout de suite. Et puis encore une fois, je vous remercie Toufiq Hadna pour ce travail-là et je vous souhaite une bonne continuité. Et puis au plaisir d'un prochain spectacle, un applaudissement s'il vous plaît. Merci. J'invite l'artiste à nous rejoindre. Un applaudissement pour notre... Merci beaucoup. Merci. Ça fait du bien. Alors, Farid, que pensez-vous aujourd'hui de... Peut-être c'est votre prestation, c'est la première fois que vous êtes en Bretagne en prestation, ou du moins de ce spectacle-là, Chemin de la Gare. Oui, la première fois tout court. Ouais. D'accord. Ouais. Vous avez pensé quoi du public Bon alors, ne les regardez pas. Hein. Si, je vais faire un par un, parce que je les ai tous repérés, un après les autres. Alors, monsieur, là sur le côté, il était très bien. Non, c'était très bien, c'est une petite ambiance conviviale. J'aime bien ce type de soirée, surtout que c'est censé se poursuivre par un petit débat, une petite discussion. Donc, non, j'ai passé une excellente soirée, j'espère que c'est réciproque. Et je voulais, bien entendu, comme ça doit se faire, remercier Taoufir, qui m'a permis d'être là parmi vous ce soir, remercier toute l'équipe organisatrice, donc Rabir, ici présent, c'est les deux que je connais, Simon qui était à l'entrée tout à l'heure, que je n'ai pas oublié, Christophe qui s'est occupé du son et de la technique, je pense qu'on peut les applaudir effectivement.
Christophe était mort de rire. Je te le dis peut-être. C'est vrai. Il était mort de rire. Eh ben c'est parfait. Même s'il y en a qui n'ont pas pu se retenir à des moments, qui se moquaient de certains personnages. Hein. Donc merci beaucoup. Merci Farid. Avant de rentrer dans le sujet qui est ce spectacle-là qu'on vient de voir, brièvement, votre cheminement, c'est-à-dire comment vous vous êtes retrouvé ce soir-là ou alors sur d'autres scènes à donner des spectacles ou à faire des spectacles. J'imagine que vous n'êtes pas passé par une école d'art dramatique ou du théâtre, mais vous avez un parcours plutôt atypique. Est-ce que vous pouvez nous le résumer? Alors je ne suis pas passé par une école d'art dramatique, mais je suis passé par du drame, ça c'est certain. Non, pour tout vous dire, et essayer d'être très succinct, parce que c'est vrai que c'est intéressant que vous puissiez savoir qui je suis et d'où je viens. Je m'appelle Farid Abdelkrim, c'est mon vrai nom, c'est pas un nom de scène. Je suis né à Nantes, j'y ai grandi et que puis-je vous dire, j'ai eu une enfance plutôt pépère jusqu'en primaire où j'étais un excellent élève et puis il y a eu le décès de mon père. Je pense que c'est lié un petit peu à ma déviance. J'ai commencé à faire pas mal de bêtises, des bêtises après extrêmement graves, la petite délinquance après un peu plus importante. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, je tiens à le préciser. J'ai fait du mal sans aimer faire du mal. Je n'ai jamais apprécié cela. Et puis en 1985, en mars 85, on a un ami à nous qui reçoit une balle en plein cœur d'un gendarme auxiliaire et il meurt sur le coup. Et sur le coup, moi, ça me fait beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter. Et bien entendu, à ce moment-là, la chose vers laquelle on se retourne presque automatiquement quand on ne sait pas faire un deuil, c'est vers la religion. Et donc on s'y est retourné, mais on a été tamponné par un imam qui avait une conception de l'islam assez particulière à l'époque. Au lieu de nous parler du décès de notre ami, il nous a parlé de la guerre entre les juifs et les arabes, enfin bref. Voilà, donc premier contact avec l'islam, pas très. Et puis après, donc j'ai décidé de poser mon front sur le sol, devenir un pratiquant, un militant. J'ai adhéré à la confrérie des frères musulmans. Donc je suis devenu ce que l'on appelle un islamiste. Et puis j'ai essayé de faire pas mal de choses. J'ai créé une structure qui s'appelait JMF, Jeunes Musulmans de France, qui est affiliée à l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Et durant ce parcours, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur les hommes, sur les femmes, sur l'islam, sur les autres, et puis je me suis fait mon petit bonhomme de chemin comme ça, et très tôt j'ai eu affaire à la scène, mais pas la scène comme celle-là, j'ai été très vite un orateur, quelqu'un qui parle au nom de l'islam, un prédicateur on appelle ça. Et donc j'ai donné des conférences au début très timides dans ma petite région, j'ai déjà donné des conférences à Rennes, je me souviens, à la mosquée, et puis dans d'autres salles. Et puis après je suis devenu un orateur un peu plus connu, et j'ai parcouru la France, je suis intervenu en Belgique, en Algérie aussi, et je prétendais, et je croyais vraiment détenir la vérité à l'époque, la vérité avec un grand V. Voilà, et vous pouvez vous imaginer la teneur de mon propos quand je m'adressais à un public, quel qu'il soit. Et avec les années, de belles rencontres, un peu de lecture, un peu d'âge aussi, on met un peu de vin dans son eau, du vin halal, hein. Et puis on se remet un peu en question, et puis voilà. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à la scène parce que je considère que donner des conférences comme je le faisais ne m'apportait plus rien du tout, et je ne pensais pas apporter quoi que ce soit à qui que ce soit. Et je me crois avoir quelques talents d'orateur, donc je me suis dit autant utiliser ça à bon escient, mêler l'utile à l'agréable. Je suis un passionné de théâtre, de musique, d'art en général, c'est ce que j'avais été, même si j'ai mis une parenthèse quand je suis devenu le grand imam Farid Abdelkrim, un peu comme celui que je vous ai décrit tout à l'heure. Et le naturel chassé, il est revenu au galop et très rapidement à la vitesse du TGV. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas gâcher tout ça? Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas user de l'humour pour essayer d'aborder des sujets parfois graves, détendre un peu l'atmosphère et nous amener les uns et les autres à réfléchir. Donc j'espère que ce que je fais peut amener, par le biais de l'humour, à voilà, discuter. Voilà très brièvement. Alors juste pour info, ça pourra peut-être vous intéresser, je suis en train de terminer justement la rédaction d'un ouvrage dont l'intitulé est « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste ». Voilà. Ben justement, moi ce qui m'intrigue et ce qui me laisse sur ma faim, c'est cette transition entre un adhérent
confrérie des frères musulmans. Passer de ça à chanter du rock'n'roll, c'est magnifique, mais j'arrive toujours pas à comprendre. Et puis ça, c'est très curieux, peut-être, enfin, je sais pas, le secret de tout ça, pour vous, est-ce que c'est une sorte de réconciliation ou est-ce que vous avez rompu en fait avec votre passé de militant au départ, tel que vous nous l'avez expliqué? En fait, on peut croire effectivement, comme tu viens de le dire, Rabia, que le virage est assez étonnant et que on a du mal à comprendre ça. Moi, j'ai grandi en France. Hein. Les chanteurs que j'écoutais quand j'étais petit, c'était Claude François, Sylvie Vartan, Serge Lama, Michel Delpech. C'était ça, jusqu'à ce que je découvre Elvis Presley. Ouais, c'est vrai qu'après, j'ai viré de bord et puis j'ai arrêté ça. Donc, j'ai grandi en France et j'ai chanté dans un groupe de rhythm and blues pendant plusieurs années. Et dès que j'ai commencé à poser mon front sur le sol, comme vous savez qu'il y a une politique qui consiste à dire, à l'époque, ça a beaucoup changé depuis, que tout est illicite, notamment la musique, surtout quand elle est occidentale. Donc on essaye d'éteindre tout ça. Mais c'est en vous. C'est-à-dire c'est tamponné, c'est tatoué. On ne peut pas se débarrasser de ça. Vous êtes au magasin, vous entendez un morceau. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Michel Delpech. Ça vous ramène en arrière, ça vous ramène dans votre passé, et c'est une partie de vous-même. Donc ce qui s'est passé en réalité, l'erreur qui a été commise, je pense, c'est ce mélange des genres, effectivement, qui consiste à mélanger l'islam et le politique. Moi, j'ai toujours eu cet attrait pour cet islam de l'intérieur, cet ésotérisme qui caractérise profondément cette religion en réalité, qui est son âme, et qui est une âme qui disparaît à partir du moment où on est en quête de pouvoir, ou à partir du moment où il y a du pouvoir dans tout ça. Et le fait que je m'en sois écarté, c'est en grande partie à cause de cela, parce que cette dimension-là n'était pas présente. Et quelqu'un m'a posé la question l'autre fois, mais vous vous dites spirituel, ou en tout cas attaché à la démarche soufie, mais faire rire les gens et chanter Elvis, vous ne pensez pas que c'est contradictoire? Je ne pense pas. À partir du moment où on apporte du bien aux gens, j'espère que c'est ce que j'ai fait ce soir. En tout cas, à partir du moment où on les amène à prendre un bon moment, à passer un bon moment, je crois qu'on est dans la démarche, effectivement, qui consiste à rapprocher les gens les uns des autres, à se rapprocher les uns des autres. Et c'est un petit peu les enseignements principaux de ma conception des choses aujourd'hui. Et une dernière question, en tout cas pour cette première partie, avant de prendre des questions du public. Du moins qu'on est dans un cadre culturel avec l'association qui est une association culturelle, est-ce qu'on peut dire que votre ouverture à la culture, c'est-à-dire la musique, le théâtre et le cinéma, elle vous a permis ensuite, même en prenant un chemin qui n'était pas le vôtre au final, c'est la culture en fait, c'est votre ouverture d'esprit, c'est votre amour pour la musique, pour le théâtre qui vous a permis ensuite de revenir vers un chemin plus modéré tout en restant musulman, je pense. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ça, c'est l'ouverture de l'esprit à la culture qui vous a un petit peu sauvé aussi? Ouais, je ne sais pas si j'étais autant en danger que ça pour qu'on puisse parler du fait d'avoir été sauvé. En fait, si je commence à étayer un peu tout ça et essayer de l'expliquer, ça va prendre beaucoup de temps. En fait, c'est le cœur du livre et ça demande du temps. Mais il est vrai que mon attachement à la culture, à ces dimensions artistiques, ont fait que j'ai pu découvrir l'histoire des anachides des chants religieux islamiques. C'est pas une blague. Hein. Je vous jure que quelqu'un est venu me dire j'ai un anachide en français et en arabe. Et c'était celui-là. Dans les livres, il est écrit. Et on a compris que vous n'avez pas aimé. Non, non seulement j'ai pas aimé, mais j'ai failli recracher mes tripes. Et quand je vous dis que je l'ai récharlisé, je l'ai effectivement fait. C'est-à-dire de cette manière. C'est-à-dire, je raconte un peu de mon histoire. Et il y a effectivement cette dimension qui manque peut-être aujourd'hui à certains musulmans qui sont engagés. Je ne veux pas jeter de jugement de valeur. C'est qu'il y a une sorte de bulle dans laquelle on entre et qui nous amène malheureusement à renier tout ce qu'on peut être ou tout ce qu'on a été. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Je pense que il y a de cela, il y a la culture. Je ne prétends pas être quelqu'un d'ouvert d'esprit, c'est un peu prétentieux. Je dis juste que la dimension spirituelle et mystique de l'islam nous aide beaucoup quand il s'agit de vivre avec les autres. Il y a une très belle parole de l'imam Tariq Obrou, que vous connaissez peut-être, et qui aime à dire lorsqu'il rencontre des non-musulmans, et notamment des chrétiens, il dit cette parole qui résume assez bien les choses: si le ciel nous divise, la terre nous réunit.
Et je trouve que ça en dit très long sur la manière dont on doit se comporter les uns avec les autres. La terre nous réunit, donc vivons dans la cordialité, vivons dans la bonne entente. Pour ce qui est de nos fins dernières, espérons pour les autres ce que nous espérons pour nous-mêmes. Et voilà un petit peu l'esprit et la philosophie dans laquelle j'essaie de m'inscrire très humblement aujourd'hui. Très bien. Voilà. On va essayer de prendre une question si quelqu'un veut interpeller Faïd ou intervenir, tout simplement. Quelqu'un qui a aimé le spectacle, comme ça je vais pousser un petit peu le... Amine. Bonsoir Farid, merci pour ce spectacle qui était très, très bien. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous aimez cette musique noire américaine, est-ce que c'est pas votre côté un peu mystique qui se retrouve dans cette musique? Parce que souvent, toute cette musique noire, Alia Jackson, etc., Ray Charles, même s'il a laïcisé, c'est de la musique religieuse. Enfin, mais religieuse au sens où les Noirs aux États-Unis ont vécu leur christianisation, mais ont gardé leurs racines africaines et ont spiritualisé cette musique. Alors, je ne sais pas si Non, la remarque est extrêmement pertinente, oui, effectivement. Moi, la première musique qui m'a vraiment frappé, la musique noire américaine, c'est vraiment le negro spiritual et le gospel. Donc il y a sans aucun doute cette dimension, même si quand ils partent un peu en transe, les gars, ils nous sortent un petit peu de cette quête de sérénité. Mais oui, beaucoup. Et puis il y a la musique arabe aussi, une certaine musique arabe. J'aime beaucoup certains instruments, le oud, le ney, qui sont des instruments qui me parlent beaucoup, moi, énormément, et qui me transpercent même. Ce sont vraiment des... Et cette musique-là, je la trouve, moi, très très belle. Après, ce qui est beau, en principe, pour toute personne normalement constituée, on doit avoir ce réflexe de se dire c'est beau. Il y a des gens qui se ferment à cela, ça a été mon cas un moment, j'ai essayé de me fermer à tout ça, mais ce qui est beau est beau. Moi, quand j'écoute un bon gospel, j'ai la chair de poule. Voilà, je peux vous le décrire très simplement, c'est comme ça que ça se passe. De la même manière que quand j'écoute un morceau joué au ney, c'est le même effet. Ouais. Une deuxième question peut-être, une deuxième intervention. Grégory, ou Foued pour ceux qui veulent m'appeler Foued. Farid, on s'est déjà rencontré plusieurs fois avec des frères à l'époque à Rennes sur des conférences. C'est vrai. Avec Hassan Batil et tout ça. Oui. Donc voilà, Oui. j'étais avec les frères là. Moi, tes conférences, je les ai trouvées bien. Moi, à un moment dans ma vie, ça m'a permis d'avancer aussi. Voilà. C'est pour ça qu'aussi à certains moments, si j'avais pas rencontré les frères de JMF ou les frères de l'OIF, je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui je devais me convertir à l'islam, comme je me suis converti en 95, je pense qu'aujourd'hui, je me convertirais pas à l'islam. En rencontrant les personnes que je rencontre actuellement quand je vais à la mosquée. On sait très bien de qui je veux parler. Et ma question, elle est là. Est-ce que tu t'es pas attiré les foudres de ces gens-là, justement, avec ce que tu fais actuellement? Et l'autre question, c'était, est-ce que JMF existe toujours sur Nantes ou pas? Est-ce que tu es toujours active avec JMF ou pas? Voilà. C'est incroyable, le monde est petit. Grégory, ça fait 18 ans qu'il est converti, et il ose vous dire qu'il a apprécié certaines de mes interventions. C'est vrai que je ne suis pas très indulgent avec moi concernant cette période. Je considère, mais ça c'est un regard que j'ai, que j'essaie d'avoir le plus honnête possible avec les éléments que j'ai aujourd'hui. Je pense que je n'étais pas à ma place, je n'étais pas au bon endroit, et je n'étais pas le bonhomme qu'il fallait. C'est-à-dire que j'en ai dit des conneries, mais j'en ai dit, mais c'est grave quand même. On n'a pas idée de dire autant de conneries que ça, mais bon. Hein, on va mettre ça sur le compte de la naïveté, de la bonne foi. J'ai pas dit que des bêtises, bien entendu. Dieu merci, il y avait peut-être un peu de bien, et je suis heureux de savoir que quelqu'un comme toi, eh bien, a pu à un moment donné. C'est vrai qu'on n'était pas les pires. On a essayé de faire des choses et on a essayé de faire évoluer JMF vers quelque chose qui ressemblait à une structure qui pouvait habiter notre contexte. Donc, pour répondre à tes deux questions, la première concernait... Le fait d'attirer les foudres, de t'attirer les foudres oui. Oui, non, en fait, généralement, les gens qui viennent à mes spectacles sont des gens comme vous. Donc, on est relativement, je pense, sur la même longueur d'onde
quand on veut échanger, etc. Il y aura toujours des remarques de gens qui, par exemple, quand je mets l'adhan du gars qui crie, disent tu te moques de la religion. Non, je ne me moque pas de la religion, je me moque d'un mec qui ne devrait pas être là, justement, lui aussi, à cet endroit-là, mais qui veut y être absolument et qui nous casse les oreilles. Et cette absence de franchise me tue. Et comme je suis quelqu'un, il y a un dicton arabe qui dit que lorsque tu veux lancer la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Moi j'ai un problème, c'est que je n'aime pas le miel. En tout cas, pas assez pour pouvoir tremper. Donc la flèche, je la lance comme ça, elle est crue, etc. Et ça peut effectivement amener des gens à vouloir, à s'offusquer. Mais de là à venir me voir pour me parler, il y a beaucoup de lâcheté chez beaucoup de mes coreligionnaires qui n'oseront jamais venir en face et me dire ce que tu fais, c'est haram. J'ai jamais eu ça jusqu'à maintenant. Sur YouTube, quand je me permets de mettre quelques vidéos un peu ironiques, il y en a un ou deux, je me suis fait excommunier il n'y a pas très longtemps de l'islam en disant que ce que j'avais fait c'était nauséabond et que c'était un des nawaqid de l'islam. Donc je ne suis plus musulman d'après cette personne. Mais bon, personnellement, c'est pas eux qui m'intéressent, c'est le bon Dieu. Et la deuxième chose concernant JMF, à Nantes, il n'y a plus de section JMF. JMF est une structure qui heureusement ou malheureusement, je ne sais pas où situer la chose aujourd'hui, a disparu pratiquement de partout. Et c'est ce qui va arriver à l'UOIF aussi, parce que ce sont deux structures qui n'ont pas su négocier, comment dirais-je, cette idée que nous vivons dans un contexte particulier et qu'il est nécessaire d'adapter la structure au contexte dans lequel on est. On ne vit pas sur la planète Mars, ni en Arabie Saoudite, nous sommes en France. Et les réalités sont telles qu'il faut à un moment donné prendre en compte tout ça pour essayer d'avancer et d'évoluer de la bonne manière. Merci bien. Khalid Abdelkarim, justement, vous parlez du contexte. Dans quel contexte a été écrit ce spectacle, Le Chemin de la Gare, brièvement? Alors, moi j'ai fait un premier spectacle, imaginez bien, c'est vrai que le grand écart était important, j'ai fait d'abord un premier stand-up débat qui s'intitulait « Je vous déclare la paix ». Donc la démarche était effectivement, en général on ne déclare pas la paix, c'est la guerre qu'on déclare, mais là je voulais déclarer la paix, j'ai fait un stand-up où j'essayais de passer de mon statut d'intervenant hyper sérieux sur des thématiques hyper sérieuses à quelque chose d'un peu plus humoristique. J'ai travaillé avec un metteur en scène extrêmement gentil, très compétent et très performant, qui s'appelle Thierry Maillard, qui n'est pas musulman, qui n'est pas croyant, qui est de gauche, libertaire, etc. etc. Et j'ai mis ce premier spectacle, Je vous déclare la paix, pour essayer un petit peu de faire une transition. Et j'avais beaucoup de mal à faire certaines choses, parce que j'étais encore prisonnier de cette peau, de celui qui doit montrer toujours le bon exemple, être exemplaire, etc. Et jamais j'aurais pu faire Elvis Presley ou mettre un hijab et jouer les Faridas. Dans ce premier spectacle, j'en étais pas là. Et le premier spectacle, beaucoup de remarques me sont revenues en me disant que c'était un peu trop intellectuel et qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas forcément tout ce qui s'y trouvait. Et je me suis dit, on va essayer d'y introduire des choses un peu plus accessibles, puisque c'est ce qu'on m'a dit, il faut quand même écouter le public qu'on rencontre. Et je me suis mis à écrire ce spectacle qui, pour moi, devait impérativement passer par quelques-unes des étapes de ma vie et les raconter, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre. Et ça a donné ce spectacle qui s'appelle Le Chemin de la Gare. Donc voilà, l'écriture s'est faite assez rapidement. La mise en scène, je l'ai faite tout seul, comme un grand, et puis voilà. Et en fait, à travers ce spectacle-là, moi j'ai senti que vous aviez une certaine envie de montrer qu'un musulman en France ou ailleurs, en fait, n'est pas si différent que ça d'un chrétien, d'un athée, d'un juif, etc. Sauf que, par tous les sketchs que vous avez passés, vous appelez à tout simplement un peu plus de détente, un peu plus de décontraction. Est-ce que j'ai eu la bonne impression ou est-ce que c'est... Non, c'est une impression qui est juste. C'est vrai que certains de mes concitoyens ont pris cette habitude, on leur a donné de plusieurs, la provenance est multiple, que celui qui a un teint un peu basané, par son teint, a automatiquement des différences. Mais c'est parce qu'on ne parle pas et qu'on ne dit pas ces choses-là de manière audible que les gens continuent peut-être à croire cela. Quand je parle de Gabin, de Louis Jouvet, je ne sais pas si vous connaissez Louis Jouvet, pour ceux qui... C'est un comédien monstrueux, je veux dire, en termes de... J'ai découvert, moi, ce comédien.
c'est ma culture. J'ai grandi avec Gabin, c'est une vérité vraie. Donc j'ai vu du De Funès, du Bourvil à la télévision, comme tous ceux qui vivaient dans la même cage d'escalier que moi. J'ai écouté ces chanteurs-là, j'ai été à l'école publique, laïque, libre, gratuite et obligatoire, et c'est mon histoire. Moi, quand j'étais en primaire, jusqu'au collège, mes amis s'appelaient Christophe, Bruno, Olivier, Cyril. Je n'avais pas de pote qui s'appelait Hamid, Mohamed ou Omar. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de parabole, il n'y avait pas de hijab et il n'y avait pas de barbe. Je parle de ça, c'était dans les années 70. Début des années 70, voilà, jusqu'au milieu des années 70. J'ai découvert des mecs qui me ressemblaient au collège. Et c'est là que tout a commencé à déconner. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Parce que j'ai vu des mecs qui faisaient des trucs que moi, je n'avais pas l'habitude de faire. Donc oui, l'histoire est la même. Moi, je suis un Français et je m'en rends vachement compte quand je suis à l'étranger. Les gens me perçoivent comme tel. Je suis un râleur. Plein de choses qui m'énervent. Et ce qui est marrant, c'est quand je rencontre des concitoyens à moi à l'étranger et qui m'entendent parler français, le rapport n'est pas le même. Ils se tournent vers vous et font « Ah, vous êtes français aussi ?» Je dis, oui, je suis français comme vous. Ça fait plaisir, on se retrouve, on a les mêmes codes, etc. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je suis un Français qui se reconnaît comme tel. J'ai une origine qui est différente, mais je suis vraiment français, c'est-à-dire que j'aime mon pays. J'aime mon pays, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, je l'aime, et c'est parce que j'aime mon pays que je veux qu'il aille bien. Et pourquoi pas, si je peux contribuer à ce qu'il aille mieux, c'est ce que je vais faire. Et c'est un problème que peuvent rencontrer d'autres jeunes lorsqu'ils pensent que la France n'est pas leur pays. Moi, c'est vrai que l'été, j'allais en Algérie avec mes parents qui économisaient pour qu'on y aille, et on passait pas 15 jours, on passait 60 jours en Algérie. Un vrai bain climatique, linguistique, culinaire, culturel, 60 jours. Il y en a qui comprennent. On amortit le voyage. Ça coûte des ronds, donc c'est pas on arrive 15 jours et 60 jours durant lesquels Une cure. une vraie, mais je suis très heureux de ça. J'ai appris la langue de mes parents là-bas, j'ai appris les coutumes et les cultures de mes parents, et c'est une véritable richesse. Et quand j'entends des jeunes me dire quand je suis au bled, on me prend pour un gaouri, un romi, un français, et quand je suis en France, on me traite de sale arabe, finalement, là où je me sens le mieux, c'est quand je suis dans le bateau. C'est une grosse connerie en vérité. Moi, quand j'allais en Algérie, c'était comme si je prenais un congé de ma francitude. Pendant 60 jours, j'allais être un Algérien. Et je ne jouais pas des mécaniques en disant « je suis un Français, je suis mieux que vous ». Non, j'arrivais là-bas, je me mettais comme tout le monde. Mes parents n'étaient pas très fortunés, je vous donne juste un exemple. Ils nous achetaient des espadrilles, on voyageait avec, elles étaient toutes neuves, on arrivait là-bas. Moi, j'habite dans un village aux portes du désert qui s'appelle El Kantara, un magnifique coin. On marchait sur les cailloux, sur les pierres, et au bout de 3 jours, les espadrilles à la poubelle. Ça voulait dire 57 jours pieds nus. Pieds nus. Alors au début, du sang partout, et puis à la fin du séjour, on avait une semelle, un vrai pneu, Goodyear. On courait comme tout le monde, on jouait au foot pieds nus, on allait au jardin, on emmenait les moutons, on allait chercher de l'eau dans Ségia ou dans le puits, etc. Donc j'ai grandi avec ça. J'ai cette culture en moi, et vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureux d'avoir cet élément supplémentaire. C'est-à-dire qu'en principe, ça devrait être une richesse. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec le temps, on en fait comme un handicap. En principe, plus je connais de langues, plus je suis apte à comprendre les autres. Plus j'ai visité d'endroits dans le monde, plus je suis capable de donner de la diversité à ma manière de percevoir l'autre. Ce qu'on essaie de nous faire entendre ici et là, et quand je dis « on » ici, c'est tout le monde. Je ne parle pas que des médias, je parle aussi des musulmans, des arabes, des maghrébins, tout ça. Ils vous font croire que non, attention, tu n'es pas un gaouli, tu n'es pas un français, tu es un arabe, tu es un arabe. Je suis français d'origine algérienne. Et je me sens très bien avec tout ça. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai voulu, moi, me construire une vie triste. Allez, j'ai voulu pouvoir me mettre dans la peau d'une victime qui a souffert. Et quand vous voyez des jeunes qui sont dans cette quête de victimisation, on ne nous aime pas. C'est comme si dans leur vie, il y avait un déficit de victimisation. Ils n'ont pas assez été victimes. Mais moi, je ne veux pas être victime, moi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'avoir une vie pépère et peinard. Je ne veux pas de conflit, je ne veux pas qu'on m'en veuille, je ne veux pas qu'on me frappe, je ne veux pas qu'on me déteste.
Eh bien, il y en a, ils veulent absolument être là-dedans parce que ça justifie quelque part peut-être leur existence. Et c'est pour ça qu'il faut leur dire, mais pourquoi vous faites autant de mal que ça? Pourquoi vous voulez être des victimes? Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez rester Voilà, c'est juste mettre un peu d'ordre dans sa tête et dans sa vie de tous les jours pour ne pas être dans cette posture. Alors d'attendre comme ça de notre pays, la France, que ce soit un pays parfait où tout se passe bien, il n'y a aucun pays où ça se passe parfaitement bien. Il y a problème partout. Moi, ce que je pose en général comme question, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que nous faisons pour que ça aille mieux. C'est ça le truc. Moi, j'attends pas qu'on vienne faire les choses pour moi. Je suis un militant dans ce sens-là. Vous appelez ces gens-là à être acteurs de leur vie plutôt que d'être des sujets qui subissent la société, qui subissent, voilà. Exactement. Il faut qu'ils agissent. Je leur suggère. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Hein. J'ai arrêté de dire aux gens il faut faire. Je leur suggère. Quelqu'un d'autre veut poser une question, veut interpeller? Monsieur? Merci. Bon, moi j'ai une toute petite question. D'abord, vous avez un parcours étonnant et bravo pour ce parcours. Je pense que votre façon de vous moquer, disons, d'une certaine façon de vivre l'islam, c'est possible parce que vous êtes en France, où il y a une certaine liberté de parole quand même. Est-ce que vous imagineriez de pouvoir faire votre spectacle en Algérie, par exemple? C'est une très bonne question. En fait, répondre à une question comme celle-là implique que nous soyons précis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser aller à cette tentation qui consisterait à généraliser. L'Algérie n'est pas une, elle est plurielle. Elle a une histoire extrêmement douloureuse, et une histoire douloureuse notamment liée à une certaine lecture de l'existence et de la religion, en particulier, mais pas seulement, qui a fait qu'effectivement, à un moment donné, c'est parti vraiment en cacahuète, comme on dit, et ça a atteint des violences rarement égalées, et j'en suis profondément touché personnellement. Il me semble qu'un spectacle comme celui-là en Algérie, en y mettant quelques ajustements, devrait pouvoir se jouer. Parce que je crois que beaucoup de personnes en Algérie, moi je ris beaucoup quand je vais là-bas, parce que je rencontre des gens qui ont un sens de l'humour assez exceptionnel, mais monsieur tout le monde. Et ça, c'est la preuve qu'on rit là-bas. Alors il y a des domaines qu'on ne touche pas, la politique, les généraux, on fait très attention. Mais ceux que l'on pourrait titiller le plus actuellement en Algérie, ce sont les religieux. Pas la religion, les religieux. Donc en apportant quelques précisions, ce spectacle, je pense pouvoir le jouer. J'essaye d'aller le jouer d'ailleurs. Si les propositions me sont faites, j'irai, je le jouerai comme ça. Tel qu'il est, juste en disant, voilà, en France, telle est la vision que nous avons de la religion et des religieux. Mais vous avez raison sur un point sur lequel je vous rejoins, et que parfois certains musulmans omettent volontairement, ou je ne sais pas pour quelle raison, c'est que nous vivons quand même dans un pays, en France, où nous avons le droit de nous exprimer le plus librement du monde. Et ça, pour qui a toujours vécu là-dedans, il a du mal à pouvoir comprendre celui qui de sa vie n'a jamais pu dire un mot qui aurait pu remettre en question quelqu'un qui lui aurait fait un peu de mal. Nous vivons dedans depuis que nous sommes tout petits. On a le droit de dire ce qu'on veut, ça peut nous paraître évident. Mais c'est vrai que dans certains pays, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qu'il faut préserver. Ce sont ces belles choses qui font notre pays qu'il faut essayer de préserver. Et quand je vois que certains veulent être plus royalistes que le roi et obtenir plus que les autres, on est en train de vouloir tout mettre et tout foutre en l'air, si vous me permettez l'expression. Donc oui, moi je vous rejoins là-dessus, et je suis profondément heureux, hyper content que mon père, que Dieu lui fasse miséricorde, et que ma mère soit venue en France, et que je sois né dans ce pays, et que j'y ai grandi.
Parce que c'est vrai qu'en faisant quelques comparatifs avec ce qui se passe en Algérie, par exemple, qui est un pays que je connais, parce que j'y vais chaque année, on est bien loti en France. On est même très très bien loti en France. Et il ne faut pas l'oublier. D'autant plus, Farid, revenons pour la question de la critique de certains religieux et non pas de la religion, vous pointez du doigt plutôt une certaine attitude qui serait plutôt superficielle de ces religieux-là, au lieu plutôt de s'intéresser aux choses qui font sens, aux choses qui ont une certaine profondeur. Et là, justement, où on pourrait se retrouver tous dans la religion, c'est-à-dire il y a des choses qui sont extrêmement profondes et qui font sens, vous pointez du doigt le fait d'insister sur des attitudes, voilà, de la superficialité. Donc, pour moi, vous n'êtes pas dans la critique de la religion, vous n'êtes même pas dans la moquerie, vous voulez plutôt faire apparaître, laisser de la place pour les choses qui sont plus importantes et puis qui puissent intéresser et réunir plus de gens que d'en diviser. Oui, ça alors, une petite précision par rapport à ça. Moi, je ne veux pas cracher dans la soupe et dénigrer qui que ce soit. J'ai remarqué que ceux qui sont porteurs de la religion en France, la religion musulmane, dans leur immense majorité, ils n'ont effectivement de cette religion, aujourd'hui, qu'un discours qui parle des apparences, ou si vous voulez, de la norme. La norme a pris le pas sur la dimension intérieure, au point que la norme devient presque objet d'adoration, ce que certains appellent la nomolatrie. On se met à adorer la norme au détriment du sens, c'est-à-dire du bon Dieu lui-même, qui est notre quête ultime. Et beaucoup de jeunes, pour parler de ceux que j'ai côtoyés, lorsqu'ils arrivent à l'islam, je pense qu'il y a quelque part la soif de découvrir quelque chose d'extraordinaire parce qu'on leur a laissé entendre qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à découvrir. Et ils y vont, souvent tête baissée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es hyper pratiquant, ça y était déjà arrivé. C'est ce qu'ils croient. Mais commencer, par exemple, à être musulman et à faire sa prière, c'est que le début. Et souvent, le début dure très longtemps. Et ce qui se passe très vite dans le chemin de la gare. Voilà. Ce qui se passe, le chemin de la gare, il faut déjà le trouver. Quand on arrive à la gare, il faut trouver le bon train. Hein, ça ne s'est pas donné. Et quand on a trouvé le bon train, il faut s'y installer, avoir payé son billet et être capable de parcourir le trajet qu'il faut. Eh bien, beaucoup de jeunes se retrouvent dans cette posture qui consiste à quoi? À croire qu'ils vont tout obtenir tout de suite. Et ils s'aperçoivent que le travail intérieur, ça n'a rien à voir avec le fait de laisser pousser sa barbe. Ça n'a rien à voir avec le fait de porter un hijab. C'est beaucoup plus compliqué. Lorsque le musulman fait sa prière et qu'il pose son front sur le sol, ça a une signification ésotérique extrêmement, extrêmement profonde. Ce geste, en réalité, nécessite que le croyant, le pratiquant, comprenne qu'il est en train, non pas d'abaisser son corps, mais d'écraser son ego, de le faire taire, de le ramener plus bas que terre, si possible. Et cette dimension-là, malheureusement, est occultée au détriment de toutes ces apparences, parce que n'ayant rien trouvé à l'intérieur, on va essayer de le combler par quoi? Par tout un tas de choses à l'extérieur. Le hijab, machin, attention, faut pas faire ça, faut pas dire ça, faut pas aller là, etc., etc. Et c'est très difficile de, comment dirais-je, de rectifier le tir. En même temps, c'est pas une fatalité. Mon discours aujourd'hui, ou en tout cas ma conception des choses, elle repose sur deux éléments. Le premier, c'est que je suis convaincu, c'est ma foi qui me l'enseigne, que l'homme est ontologiquement bon. Quand il est mauvais, c'est par accident. Et la deuxième chose, j'ai une conception théologique positive de l'homme. C'est-à-dire que je pense que l'homme a envie de faire le bien. Il aime faire le bien. Et que s'il ne le fait pas maintenant, il le fera plus tard. Beaucoup n'avaient pas misé sur moi à l'époque où je me prenais pour le sauveur des musulmans de France. Eh bien, je crois qu'il faut qu'à un moment donné, jeunesse se passe, il faut qu'un parcours soit réalisé,
pour qu'il y ait maturation. On appelle ça le cheminement, as-sayr. As-sayru ilallah. C'est ça le cheminement, c'est essayer d'aller vers le sens dont tu parlais tout à l'heure, d'aller vers Dieu. Et ça, c'est un vrai boulot, c'est une vraie discipline. Et c'est vrai que nous, on a encombré dans nos discours tout un tas de choses, c'est interdit, c'est pas bien, ça se fait pas, c'est macro, c'est kada, etc., etc. Et on a oublié de parler de l'essentiel, de parler de Dieu, d'amener les gens vers cette dimension-là qui est fondamentale et qui, normalement, devrait les amener à un moment donné à sortir de cette torpeur dans laquelle ils sont et avoir envie d'aimer les autres. Et c'est ça les véritables enseignements mystiques de notre religion. Faire le bien, aimer son prochain, être solidaire, etc., etc. Ce sont des dimensions qui doivent nous amener à changer un petit peu cette image malheureusement tronquée de l'islam et des musulmans. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, peut-être une dernière ou une avant-dernière. J'ai 2 questions à poser. Donc je voudrais savoir si vous lisez beaucoup, quels sont les auteurs qui vous ont le plus marqué. Et concernant la question si on peut rire de tout, donc est-ce qu'on peut rire de tout et qu'en pensez-vous du cas Dieudonné si vous voulez l'aborder? Merci. Alors la première question, j'essaie de lire. J'ai une belle bibliothèque bien garnie de plein d'ouvrages, je ne les ai pas tous lus, mais il est vrai que sur un plan purement spirituel, mes lectures aujourd'hui sont orientées vers des auteurs incontournables tels que Abu Hamid al-Ghazali, donc qui est un mystique absolument exceptionnel, d'une érudition. Bon, voilà, c'est le top du top. Il y a comme ça des auteurs, Ibn al-Jawzi que j'adore. Il y a un ouvrage que je vous conseille qui a été excellemment traduit en français, qui s'appelle La pensée vigile, qui est un très très beau livre, qui sont des pensées comme ça qu'il a couchées sur papier, qui sont d'une actualité extraordinaire, même s'il y a des choses qui peuvent choquer, mais bon, c'était dans son contexte, il faut replacer ça dans le contexte. Et puis, j'aime bien lire des choses telles que Audiard par Audiard, donc ses plus belles sentences dans ses films les plus connus. Voilà, je lis un peu de tout, je lis voilà, ce qui me tombe sous la main, ce qui peut me permettre d'alimenter ma réflexion sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais bon, on essaie toujours d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Moi, je ne crois pas qu'on puisse rire de tout. En tout cas, moi, je me l'interdis. Moi, je ne dis pas qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Je dis qu'on ne peut pas rire de tout, mais avec tout le monde. C'est ma conception des choses. Je ne demande pas à ce qu'on me suive, mais je considère qu'à un moment donné, le fait d'être sur un registre humoristique ne justifie pas tout et n'explique pas tout. Et ne doit pas pouvoir tout permettre. Mais c'est ce que je m'impose à moi. Maintenant, nous vivons dans une société qui a des prétentions. Parmi elles, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on a le droit, ou on aurait le droit de lire de tout, même si des proches a dit pas avec tout le monde. Et l'affaire de Dieudonné, pour laquelle je n'ai pas de problème à m'exprimer, pose cette question-là. Qu'est-ce qui s'est produit en France pour que quelqu'un qui se dit humoriste et considéré comme tel, du jour au lendemain, soit interdit de spectacle? Donc là, il y a une véritable interrogation. Plutôt que de se dire qu'il a dérapé, qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, c'est peut-être de nous remettre en question les uns et les autres et de nous dire qu'on ne peut finalement pas rire de tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'il fait, qu'il dit, qui ne sont pas admissibles, de mon point de vue, que je n'admets pas du fait de mon éthique, du fait de ma conception du rapport avec les autres, etc. Maintenant, on en a fait beaucoup de bruit pour rien. Je trouve qu'il y avait plein d'autres choses extrêmement plus importantes qu'on aurait dû aborder avec, sinon autant, au moins plus enfin sinon plus, au moins autant de sérieux. Donc voilà, moi je pense qu'à un moment donné, la frontière est devenue compliquée avec Dieudonné. Il a convoqué des éléments qui ont fait venir des gens qui ne sont pas forcément tous ici pour rire.
et pour s'amuser, même si le rire peut permettre de réfléchir. C'est un point de vue, hein, c'est le mien. Donc voilà, moi je ne me moquerai pas de tout comme ça à la volée. Après, c'est une question de règlement de compte, on l'a poussé dans ses derniers retranchements, il a essayé de se défendre. Voilà, il faut laisser parler la justice, si la justice a un mot à dire là-dessus. Ce qui est problématique, c'est quand les politiques viennent s'immiscer dans la justice et que la justice qui est censée être indépendante de toute forme de morale, eh bien, se trouve prisonnière de la morale, d'une certaine morale. Et c'est ce qui justifie certaines prises de position, en tout cas certains jugements. Je dis que là, on est en train de toucher des domaines qui vont poser problème dans l'avenir. On va commencer à avoir de grosses difficultés. Mais en même temps, j'ai confiance parce qu'on vit dans un pays, même s'il y a plein de trucs qui clochent encore, où le débat est présent, on a le droit d'échanger. Et la démocratie, même si elle ne fonctionne pas à plein pot, elle fonctionne quand même. C'est aux citoyens de faire en sorte que celle-ci puisse fonctionner de la meilleure des manières qui soit. Juste la dernière question, sur l'interdiction du spectacle, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre Non, moi je suis de ceux qui considèrent qu'à partir du moment où on considère que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est totale et où on a le droit de rire de tout, même si des proches disaient pas avec tout le monde, ceux qui ont payé leur billet pour aller voir Dieudonné, c'est pas tout le monde. Ce sont des gens qui ont pris leur billet pour aller l'écouter. Ces gens-là, je les considère suffisamment grands pour être capables de faire le tri. Donc l'interdire, je trouve que c'est au contraire contribuer à cette idée qu'il y aurait un humour qu'on ne voudrait pas, mais qui serait un humour véritable, réel, donc celui de Dieudonné, et tous les autres, moi en particulier, serait un humour bidon, fantoche, parce que justement, je ne suis pas interdit. Je dis qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique, et si on l'avait fait, je ne pense pas que ça aurait fait autant de bruit que ça. Je ne pense pas que ça aurait fait autant de bruit que ça. Il aurait fait son spectacle, et voilà ce qui se serait passé. Donc les gens entrent dans un lieu, ils ont choisi de payer, ils ont choisi de venir. Donc moi, je ne suis pas pour l'interdiction. Je ne suis pas pour l'interdiction. Non. On l'aura compris, Fahed Abdelkerim. Plutôt que de terminer sur cette polémique, une petite note de conclusion qui serait positive. Est-ce que vous pouvez nous parler juste de votre avenir prochain, artistiquement parlant, bien sûr? Artistiquement parlant, il va falloir continuer à faire tourner un peu le spectacle. Parlez-en autour de vous si ça vous a plu. Et pourquoi pas refaire une date ici à Rennes si d'autres personnes sont intéressées pour qu'on l'organise ensemble. Troisième spectacle est en ébauche dans mon esprit. J'ai beaucoup de matière en réalité qu'il faut que je mette sur papier. Là, je suis préoccupé par l'écriture de mon livre, donc c'est essentiellement sur ça que je bosse. Et donc voilà. Mais même si on a parlé de Dieudonné, de la polémique, bon, c'est une discussion, un sujet de discussion comme les autres. En tout cas, je vous remercie pour votre attention à toutes et à tous. C'est super sympa de votre part. Et puis, merci encore à Monsieur Taoufir pour cette invitation. Merci à Rabi. Un grand merci à vous, Fahed Abdelkerim. Un très très grand applaudissement, s'il vous plaît. Merci à la technique, merci aux régisseurs, merci à l'association Les Amis de l'Algérie. Et puis, on espère bien vous retrouver très prochainement dans d'autres activités. Au revoir.